Ah non, mais clairement, dans les débuts, tu es obligé de bosser plus qu'un salarié parce que tu es le community manager, tu es la secrétaire, tu es le comptable. En fait, quand tu es freelance, tu as plusieurs casquettes, tu en as plein. Donc, tu dois tout gérer cet aspect-là et surtout, tu dois faire démarrer ton entreprise pour qu'elle soit rentable. Je pense que tu connais la vraie liberté de freelance quand tu as atteint un certain seuil de rentabilité, quand tu as fait tes preuves, quand tu as plusieurs clients, etc. Là, effectivement, tu peux te permettre un peu de relâcher. Et de pouvoir profiter un peu de cette vie de freelancing, qu'on nous vend sur LinkedIn. Mais au début, non. Au Hmm. début, tu charbonnes, clairement. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco. Je suis Lucas, le cofondateur de Midco. Avec Luc, nous avons développé une application qui permet de découvrir des entrepreneurs autour de soi, que ce soit en mode one-to-one ou en mode événement. Et maintenant, place à la vidéo avec notre invité du jour. Bonjour Marois, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Lucas. Alors je m'appelle Marois, j'ai 28 ans et je suis copywriter. Copywriter depuis combien de temps? Alors donc je me suis formée en mois de juillet, donc de l'année dernière, juillet 2022 et je me suis lancée officiellement en septembre. Donc c'est vraiment très récent. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant du coup? Parce que je suppose que tu as fait autre chose avant. C'est ça. Alors, en fait, je suis auto-entrepreneur depuis, 4 ans, mais j'étais dans le domaine de l'événementiel en tant que wedding planner. Donc j'organisais des mariages, ce qui n'a strictement rien à voir, mais je ne le faisais pas en activité, 100 business. C'était un side business à côté de mon salariat. Donc moi, j'étais en agence web, je faisais du référencement, j'étais coach en communication. En fait, j'aidais les, personnes, particulièrement les artisans, à, booster leur, visibilité sur le web avec leur site internet. Et en 2020, j'ai, eu une rupture conventionnelle. Je suis tombée enceinte, donc j'ai plus souhaité, travailler dans ce domaine-là et je savais que je ne voulais pas non plus retourner dans le salariat. Donc là, c'est poser la question: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?» J'ai tenté de reprendre un peu ce que je faisais en tant que salariée, c'est-à-dire rédactrice web SEO. Ça n'a pas plu particulièrement. J'ai tenté le community management, je m'éclatais pas non plus et puis après j'ai découvert le copywriting et là, ça a été clairement l'évidence. D'accord. Ah oui, donc en gros, si je comprends bien, l'élément déclencheur, en gros, ça a été ta rupture conventionnelle, le fait que tu sois tombée enceinte, et après tu t'es dit, bon bah, faut que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie de retourner dans ce salariat. Ouais, en fait, je voulais plus retourner dans un job où j'étais pas alignée avec mes valeurs, où, je passais 45 minutes tous les matins dans les bouchons, où après quand je suis tombée enceinte, je me suis dit: «Il va falloir que j'aille, chercher mon fils dans le speed en sortant à 18h. Je vais me taper une demi heure de bouchon, il va falloir que je fasse le bain, le repas» et cetera. En fait, ça m'allait plus du tout cette notion de gérer son temps de cette manière-là et je me suis dit: «Non, je vais pas retourner dans le salariat, il faut que je gère mon propre planning et aussi avoir le luxe de choisir mes propres clients et travailler avec, mes propres valeurs». Ok. Et donc là, tu nous as dit que tu avais découvert le copywriting, mais du Ouais. coup, comment tu as découvert enfin, le copywriting, et comment surtout tu as su, vu qu'au début, donc là tu nous as dit que tu t'es lancé en septembre, comment tu as trouvé justement, enfin tu as testé d'autres choses avant, comment tu as trouvé le copywriting, enfin comment ça s'est passé dans ta tête? Alors, en fait, de mémoire, c'était sur Google. Je cherchais à fond sur la rédaction web et puis je suis tombée sur, une vidéo sur le copywriting. J'ai commencé à m'y intéresser à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ce que c'était et que moi, j'aime beaucoup, tu sais, un peu le côté storytelling, raconter, persuader. Moi, je suis nulle pour persuader à l'oral. J'ai toujours dit: «Je suis pas l'âme d'une commerciale». Par contre, j'ai toujours aimé l'écriture. Je me suis dit: «L'écriture, le storytelling, la persuasion, mélangé à tout ça, c'est ce que donne le copywriting». C'est là où j'ai eu vraiment une occasion pour moi. Et là, j'ai commencé à creuser et le copywriting, donc même si tu peux le voir sur LinkedIn, on en voit plein. En réalité, en France, bah, il y en a pas beaucoup, c'est un métier qui émerge. Tu prends 10 personnes au hasard dans la rue, je suis sûre que tu leur demandes: «C'est quoi le copywriting?» Si tu en trouves un qui te dit la définition exacte, c'est déjà pas mal. Hmm. Mais du coup, bah, 1er réflexe, aller sur YouTube. Mais sur YouTube, tu as un mélange de formateurs un peu, qui proposent des formations 4 000 € par mois, tu sais pas si c'est sérieux. Donc voilà, j'étais un peu dans cet environnement-là où, je voulais faire ça, je savais pas où me former. Les formations étaient trop chères, j'avais pas de certitude. Puis après, je suis tombée en fait sur Google sur le livre, Le guide du copywriting de Selim, Ouais, donc Guy Rofer. voilà, qui est, d'ailleurs formateur chez Live Mentor et franchement, ça a été une super base pour démarrer et puis, bah, j'ai intégré, Copyroom, donc que tu connais, le premier mastermind de copywriter en France et ça, c'est vraiment ce qui m'a vachement aidé à me lancer. Ok.
Donc c'est découvert sur Google de la discipline. Ouais, Derrière, tu as creusé un peu cette discipline, tu as acheté un livre et là, tu as intégré un mastermind où justement tu es entouré d'autres copywriters et vous donnez des conseils, des astuces et ça t'aide à te développer. exactement. Ok. Et du coup, bah, je suppose que tu as un peu déjà répondu à cette question, mais du coup, comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que c'est via ce mastermind? Enfin, comment tu as fait de la prospection sur les réseaux? Comment... Alors, la première chose que j'ai fait, et ça c'est grâce au mastermind, ça a été d'avoir de la crédibilité, de la preuve sociale. Donc là, ce qui était conseillé dans le mastermind, c'était de proposer son travail, donc gratuitement, en échange de témoignages. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps et c'est grâce à ces témoignages qu'ensuite j'ai pu trouver des clients. La première fois, ça a été grâce à Instagram. Je me suis vraiment occupée de mon Instagram à fond. Donc je travaillais mon feed, je publiais assez régulièrement, je prospectais aussi. Donc j'ai eu des clients qui sont venus tout seuls et puis j'en ai eu d'autres grâce à la prospection. Donc ça a été un petit peu un mix des 2 les premiers temps. Ok. Donc, prospection et un peu de réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, inbound marketing en fait. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu continues toujours un peu de prospection? Alors aujourd'hui, quand je m'étais lancée en tant que copywriter, donc copywriting c'est assez vaste, tu peux faire des pages de vente, tu peux rédiger des emails, tu peux rédiger des ads. Au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que, j'avais eu la chance de toucher à tout. Je faisais de la réécriture de site internet, des pages de vente, de l'email et au final, je savais plus ce que je voulais et là, j'ai dû me poser très récemment, je me suis dit: «Qu'est-ce que je veux faire maintenant?» Je savais que j'en avais marre de prospecter puisque, bah, ton avenir, il est incertain, en fait. Tu te dis: «Bah, vite, il va falloir que je retrouve à chaque fois des clients, parce que bon, j'ai des factures à payer, j'ai un loyer». Là, je savais que maintenant, je voulais avoir des clients réguliers et de la récurrence. Donc je me suis posée et je me suis concentrée sur l'emailing uniquement. Et quand j'ai décidé de me concentrer sur ça, j'ai créé toute une stratégie et là, j'ai décidé de prospecter, donc des personnes qui ont, un budget pour pouvoir, avoir un abonnement mensuel entre, 500 et 1 500 € par mois. Donc je l'ai prospecté directement. Donc là, je viens de terminer ma prospection. Le but, bah, c'est de les fidéliser et d'en faire des clients réguliers. D'accord. Et quand tu dis tu as établi toute une stratégie de création de contenu, enfin, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'était en fait une stratégie d'offre. C'était clairement créer, bah, une offre qui pourrait, permettre, bah, déjà me nicher. Trouver qui est-ce qui vont être mes clients. Donc moi, dans mon cas, c'était des infopreneurs, coachs ou formateurs qui ont déjà une base mail de données à peu près de 1 000 à 2 000 personnes minimum. Ensuite, j'ai, prospecté, via Google. En fait, c'est simple, je tapais par exemple formation e-commerce et ceux qui avaient, des budgets en Google Ads, bah, s'ils ont du budget pour de l'Ads, ils ont du budget pour les mailings, donc c'est eux que je prenais. Et ensuite, je leur proposais une offre tout simplement, c'est que pendant un mois, ils testent mes travaux, je suis rémunérée à la performance. Au bout de ce mois, ils font comme ils veulent, soit on part sur un abonnement mensuel s'ils sont satisfaits, soit on peut s'arrêter là, c'est à eux de voir. Et c'est comme ça que j'ai construit cette offre irrésistible en fait, où bah, ça a pu me permettre de pouvoir avoir mes premiers clients. D'accord. Et donc tu marches avec abonnement avec eux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils t'engagent, ils s'engagent entre guillemets à te prendre sur 3, 6, 9 ou 12 mois. Ouais, je m'engage sur un minimum de mois. Comme ça, moi, ça m'assure aussi, une certaine, trésorerie, Mm. à ce niveau-là où j'ai pas à m'inquiéter et puis je sais très bien que si je fais bien mon boulot et que derrière, bah, je leur apporte de l'argent, ils vont continuer à travailler avec moi. Ouais, donc en fait, c'est comme ça que en fait, tu as réussi à créer de la confiance dans un premier temps en proposant tes services gratuitement. À la performance. Alors quand tu parles gratuitement, c'était au tout début de mon copywriting, mais là, en emailing, c'est à la performance. Ils me payent que si ça marche. D'accord. Donc aujourd'hui, quand tu démarches un nouveau client ou quand quelqu'un vient te voir via tes réseaux, tu repars toujours avec une prestation à la performance au début, au premier mois. Alors ça, c'était, j'ai choisi de le faire uniquement, pour ce mois-ci, puisque je me lançais et qu'il me fallait des preuves que, bah, ça je réussissais. Par contre, là, je pense pencher sur les prochains mois où non, j'annonce le prix directement. J'ai de la preuve sociale derrière, j'ai les statistiques, voilà, qui parlent en ma faveur. Donc, voilà, j'ai des preuves pour avancer et dire que non, on se lance sur l'abonnement directement. Ouais. Donc en gros, ouais, c'était ça. Donc tu as accumulé des preuves de la crédibilité et maintenant tu vas proposer là tes tarifs directement, tes abonnements directement. Exactement. Bon, là, comme tu proposais une prestation à la performance,
Donc c'était assez, entre guillemets, «simple» de rassurer le client parce Ouais, qu'entre guillemets, il avait rien à perdre. exact. Et donc là, du coup, ce que tu me dis, c'est que tu vas le rassurer avec les témoignages clients, les preuves que tu as accumulées avant. Voilà, il y a les preuves. Je pense même ajouter une garantie à mon avis ou satisfait ou remboursé, quoi. Je sais qu'à ce niveau-là, si mon travail est bien fait derrière, j'aurai pas de souci. Donc ça fait d'ailleurs, quelques jours que j'y pense, mais je pense que je vais le faire. Une petite garantie, comme ça pourra rassurer les nouveaux. Ouais, donc en gros, ouais, c'est preuve sociale, crédibilité, témoignage et garantie et avec tout ça, ça te fait une offre où en fait, il est difficile de dire non, quoi. C'est ça et c'est hyper important, quand on se lance de construire ce qu'on appelle une offre irrésistible. Il y a un livre que je conseille, c'est, 100 000 Offers. Je crois que c'est de Alex, je ne sais plus comment. Hormozy. Voilà, merci. C'est vraiment le livre, je pense qu'il faut lire. Il est en anglais, il est pas traduit en français, mais c'est un excellent livre pour construire une offre qu'on peut pas refuser. Ouais, puis il faut je crois qu'il fait à peine une centaine de pages, il me semble. Ouais et puis il est hyper grand, c'est ce qui m'a, étonnée. J'ai l'habitude de recevoir des livres comme ça, mais là, il est vraiment un cahier, en fait. Donc non, il est agréable à lire, donc ça, l'offre irrésistible, faut vraiment travailler sur ça. Ouais, c'est un peu la «base» entre guillemets pour toi. C'est ce que tu conseilles pour un freelance, Je dirais la base, c'est, de bien se nicher et aussi, ouais, de créer une offre que, enfin, ce serait stupide de dire non. Tu vois? Moi, quand j'ai proposé, au début dans l'emailing, bah, c'est simple, tu me payes que 10 de tes ventes, si ça marche, sinon, bah, tu me payes pas. mmh, Voilà, franchement, c'est difficile de refuser quand tu as une copywriter en face de toi qui te propose ça. OK. Et mais du coup, est-ce que si tout le monde se met à faire ça, est-ce que tu penses que, à un moment donné, il faudra changer, cette offre-là? Parce que là, tu fais ça, ça marche. À un moment donné, si tout le monde fait ça, comment les clients vont réussir à distinguer, «le vrai du faux» entre guillemets? Je pense qu'on a chacun nos personnalités. Et c'est là où tout le monde peut se permettre de le faire puisque moi, par exemple, je vise pas les coachs sportifs. Mais si quelqu'un qui fait ça et qui vise les coachs sportifs parce que c'est sa spécialité, bah, il y aura pas de souci. Moi, par exemple, c'est vraiment tous ceux qui ont un business dans l'accompagnement. J'ai accompagné, par exemple, des personnes pour la prise en parole en public, ceux qui ont du mal et cetera. Donc c'est des domaines très variés, mais je me sentirais pas, par exemple, d'accompagner quelqu'un dans la crypto, dans le trading parce que c'est pas pour moi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde avec cette stratégie, à partir du moment où tu choisis quelqu'un qui colle avec ta personnalité et ton business. Ouais. Et tant que ton travail est qualité aussi, c'est Oh, très important. ça faut on le Ouais, précise, on sait jamais. c'est sûr. OK. Donc là, c'est bien parce qu'au fur et à mesure que tu passes, ça répond à mes prochaines questions que j'aurais Ah au bon, bout. bah, j'ai un peu d'avance. Ouais, non, mais c'est bien parce que j'allais te demander, comment, enfin, c'est p tu pas vraiment répondu, mais du coup, tu as augmenté tes tarifs depuis tes débuts, si je comprends, enfin et du coup, comment tu fixes tes tarifs? Donc là, tu es arrivé sur le marché, tu as proposé quelques missions gratuitement, au début et après, comment tu t'es dit: «OK, maintenant je veux facturer», mais combien? Et bah, Sur ça, quoi ça a tu t'es été basé? une question super difficile pour moi parce que, comme je t'ai dit, en fait, des copywriters, bah, en France, on n'est pas beaucoup. Tu vas sur Google, tu tapes tarif moyen, community manager, rédacteur web, tu trouves facilement, tu as des sites qui te donnent les comparatifs entre un débutant, un confirmé, un expert. Mais en copywriting, il y a rien. Donc heureusement, j'avais le mastermind qui m'a aidé avec les copywriters pour pouvoir, un peu jauger comment j'allais, fixer mes prix. Je regardais la concurrence aussi, bien évidemment, ce qu'elle faisait. Après, je me suis aussi fait avoir par mon syndrome de l'imposteur où j'avais forcément un peu, du mal avec mes tarifs. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu le mastermind, j'aurais eu du mal à jauger au niveau de mes tarifs. Mmh. Parce que c'est vrai que J'ai j'ai l'impression, bah, tu parlais de syndrome de l'imposteur, donc c'est, est-ce que tu peux expliquer un peu ce syndrome pour ceux qui ne connaissent Ouais, pas? bien sûr. Bah, le syndrome de l'imposteur, tout simplement, c'est quand on va donner un prix qui a moins de valeur que le travail qu'on va mettre dedans. On se sent pas légitime à pouvoir, mettre un prix, à la hauteur de notre travail. Mmh. Et voilà, moi j'étais confrontée à ça, je me suis dit: «Mais putain, c'est peut-être trop, ce que je vais facturer» et cetera. Et en fait, j'en ai tout simplement, un coach du mastermind qui s'appelle Gilles qui me disait, «Ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est ceux qui sont humbles». Et il y en a qui, sont des arnaqueurs et qui n'ont vraiment pas de mal, en fait, à chiffrer des sommes énormes. Alors pourquoi toi, tu aurais du mal à faire ça? Et puis c'est vrai que quand je me rends compte de tout le travail que je mets derrière, toutes les lectures que je fais, les livres que j'apprends, que je lis et cetera, je me suis dit: «Non, je peux pas non plus, je fais tourner une entreprise, au bout d'un moment, c'est un business». Donc maintenant, je me tiens à un tarif, j'y vais, soit ils acceptent, tant mieux, ils acceptent pas, c'est tout simplement qu'ils étaient pas dans ma cible.
OK. Ouais, c'est très clair. Donc, en gros, enfin, tu t'es fait, entre guillemets, «aider» par des pairs à toi pour, commencer à fixer tes tarifs et te sortir de cette position d'imposture. C'est ça et puis j'ai aussi, beaucoup lu sur, quelqu'un qui m'a énormément aidée aussi, il s'appelle Mostep, c'est Money Facile sur Twitter et il a énormément parlé du syndrome de l'imposteur en disant: «Si tu as une routine de travail, si tu travailles 3 4 heures par jour, que tu lis, que tu t'informes et cetera, c'est impossible que tu aies ce syndrome parce que tu auras accumulé tellement de connaissances, en fait, que tu vas connaître la valeur de ton travail et pour ça, il faut vraiment se tenir à une routine régulière de boulot où tu sais que, ce syndrome, tu l'auras plus. Mmh. Parce que tu sais la valeur du travail que tu mets chaque jour. Ouais, donc en fait, tu l'as au début parce que tu es débutant, donc ce qui est un peu normal. Voilà, Sauf certains qui l'ont pas, mais du coup, c'est un autre problème c'est ça. et du coup, en fait, à force de travail, en gros, ce syndrome, enfin, selon toi, il va au fur et à mesure, il va disparaître parce que tu vas avoir une rigueur, une discipline qui va te permettre de Ouais finir, et moi, je le vois clairement quand tu te tiens une rigueur, une discipline. Tu vois, en fait, le travail que tu mets dedans et l'énergie et quand tu annonces le tarif, tu sais que derrière, il y a quelque chose. Tu vas pas facturer un tarif comme ça, pris au hasard. Tu sais que derrière, il y a une valeur de ton travail et puis quand tu accumules après de la preuve sociale, que tu as des clients contents, satisfaits, bah, forcément aussi ça te renforce, ta crédibilité et l'assurance, en fait, que tu as pour ton travail. et du coup, là, donc, on a parlé un peu de tarifs. Depuis tes débuts, est-ce que tu as un client que tu as depuis le début? Ou est-ce qu'en fait, comme tu proposes des abonnements, est-ce que du coup, ils reviennent ou pas? Ou est-ce que ça change, assez souvent? Alors, j'en ai une qui est revenue effectivement parce qu'elle avait, d'autres pages de vente à faire, puisqu'elle avait sorti d'autres produits. Après, ça peut revenir dans le cadre d'un lancement. Une personne pour qui j'ai réécrit son site internet et qui veut faire par la suite un lancement parce qu'elle a eu un produit, elle va penser à moi et revenir, ça m'est déjà arrivé. Mais au tout début, c'était du one shot et c'est vrai que c'était ça qui est chiant parce que tu sais pas quand une personne va ressortir un nouveau produit et cetera, ça peut prendre du temps et c'est là où je me suis dit: «Il faut que je trouve le moyen de fidéliser sous forme d'abonnement» et ça, c'était grâce à l'emailing. Oui, parce que l'email, enfin voilà, tu envoies des mails, des newsletters où tu fais des promos sur des produits. Sauf qu'en fait, le client, s'il arrête les mails du jour au lendemain, bah, du coup, il va plus avoir ses revenus, quoi. C'est ça, comme je dis, le but d'un email, en premier c'est pas de vendre, c'est de créer du lien. Vendre, ça doit être le 2e, objectif. Parce que quand tu crées du lien avec une audience, tu crées de la confiance, tu crées de la crédibilité, tu racontes ton histoire, tu crées une connexion, en fait et ce qui rend la vente plus facile. Et c'est sûr que si tu envoies un mail et puis qu'après tu envoies plus rien, tu débarques 3 mois après: «Ah tiens, regardez mon nouveau produit et tout», franchement, je pense pas que tu auras beaucoup de ventes. Ok. Après, toi, parce que là, c'est spécifique à toi, vu que tu es copywriteuse, euh, et donc via l'emailing, tu peux proposer des offres à abonnement. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, un freelance, donc qui n'a pas forcément cette récurrence-là, par exemple, s'il fait des prestations un peu plus one-shot, notamment, je sais pas, par exemple, un développeur web, voilà, il va développer un site ou autre, et après, derrière, bah, normalement, le client, il va pas avoir besoin de développer d'autres sites mois après mois, en théorie. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là, ces freelances-là, pour fidéliser ses clients? Est-ce que c'est possible déjà de le faire selon toi? Je pense que, le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc s'il les fidélise pas, le client peut au moins parler de lui, à ses confrères. Donc moi, mon avis, c'est qu'il faut pas hésiter à repartir sur ses clients, prendre des nouvelles. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand j'ai réécrit un site internet, et bah, alors comment tu t'en sors avec ton site et cetera. Refaire un petit coucou de temps en temps. Si on a peut-être créé des nouvelles offres qui peuvent, se matcher avec ce qu'on a fait, être complémentaires et ben, repartir vers les clients. Mais sinon, ce que je conseillerais surtout aux freelances qui n'ont pas d'offres, récurrentes, c'est de viser en fait à fond sur, la construction d'une audience sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est hyper important de construire une audience, de faire des études de cas, de voilà, de publier régulièrement, d'être visible tout simplement, puisque ça peut vraiment rapporter des missions, pas seulement voilà, prospecter, mais avoir des personnes qui viennent ensuite, à soi grâce à notre visibilité. Ça, c'est vraiment ce que je conseille à fond. Ok. Donc, en gros, création de contenu
pour fidéliser un peu, ce client-là ou cette audience, ou au moins qui t'a encore en tête pour te recommander à Être des le top of mind, en fait. À dire que si je veux du développement, ah bah tiens, c'est cette personne, parce que cette personne, je la vois publier régulièrement sur LinkedIn. Cette personne, elle parle régulièrement de, ce qui m'intéresse, de mon problème. Je pense qu'être le top of mind, ça devrait être une priorité un peu chez tous les freelances. OK. Ouais, donc bah, si on peut, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le top of mind? Ouais, bah, tout simplement, en fait, être la première personne à laquelle on pense, comme tu l'as dit. Quand on a voilà, j'ai besoin d'un copywriter, ah bah tiens, ça va être un tel. J'ai besoin d'un développeur, bah tiens, ça va être un tel. Ouais, donc c'est occuper l'esprit. Ouais, c'est ça, devenir le choix numéro un. Petite pause comme ça entre 2 questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout, ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Midco qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Ok, très bien, très clair. Du coup, là, donc tu nous as un peu parlé auparavant que tu étais, bah, que t'avais été enceinte, etc., et que tu cherchais une nouvelle façon de travailler, tu Ouais. t'étais mis en freelance. Et du coup, maintenant tu vis, enfin, comment tu gères vie pro versus vie perso? Est-ce que tu bosses plus qu'en étant salarié? Enfin, comment tu gères? Vraiment. Alors, en fait, quand tu es freelance et que tu es chez toi, le problème, c'est que, quand tu es dans un bureau, tu t'occupes que de ton travail, quand tu es dans un coworking et cetera. Mais quand tu es à la maison, tu te dis: «Bah, tiens, il y a le ménage à faire, il y a le linge, il y a le repas, il y a ci, il y a ça». Il y a tout un environnement en fait, qui devient beaucoup plus compliqué que quand tu es salarié et quand tu rajoutes un enfant avec, ah, c'est le summum. Tu as intérêt d'avoir une organisation militaire, sinon c'est compliqué. Bon, quand tu as un enfant, il faut avoir un moyen de garde, clairement, tous ceux qui ont vendu le concept de mumpreneur, qui garde son enfant à domicile, qui peut concilier vie pro, vie perso, c'est pas possible, c'est un mensonge, je pré je préviens les mamans, c'est pas vrai. Mais non, non, faut, une très bonne organisation, un moyen de garde pour son enfant et même, je dirais même si possible, c'est top de s'aménager vraiment un espace dans la maison juste pour pouvoir travailler et pas être, monopolisé par les autres tâches qu'on peut faire, dans la maison, quoi. Faut pas se laisser déborder, en gros, par, bah, comme je disais, par exemple, les tâches ménagères, faire à manger, faire la vaisselle, etc., quoi. C'est ça. Parce que quand tu es au travail et quand tu es salarié, tu as un bureau, bah, en règle générale, quand tu quittes le travail, tu quittes ton boulot, en fait, tu sais, tu passes à autre chose, alors que quand on est freelance, bah, on a des plages horaires qui sont très larges, en général. On peut travailler du lundi au dimanche, donc faut vraiment avoir cette organisation-là et être capable et c'est difficile de se décrocher du travail. Parce que, bah, aussi, on est souvent sur nos téléphones, il y a LinkedIn sur le téléphone, allez hop, je vais regarder les posts. Très facilement, tu t'embrouilles et tu mélanges les 2. Et si tu n'arrives pas à dissocier tout cela, à te mettre des limites, bah, au final, tu as une routine qui ressemble à n'importe quoi et tu peux facilement te faire déborder. Et toi, du coup, c'est quoi tes conseils? Enfin, donc toi, tu fais garder ton enfant, c'est ça? Si j'ai bien Ouais, compris? je fais garder mon enfant. Moi, j'ai une nounou à domicile pour le moment. On verra si je le mettrai plutôt à l'extérieur. Je fais garder mon enfant. J'essaye de me tenir sur, voilà, tous les matins. Par exemple, je prends aucun appel les matins. C'est que les après-midi. Les matins, ça va vraiment être travailler sur mes publications, sur bah, mes emails, et cetera. Parce que moi, le matin, c'est là où je suis plutôt le plus créative, en fait. Et l'après-midi, ça va être les calls, ça va être un peu administratif. En fait, je me crée une petite routine en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de routine parfaite. Il faut voir en fonction de sa personnalité, qu'est-ce qu'on aime le plus, mais s'y tenir. C'est vraiment important, c'est s'y tenir. Et surtout, être focus sur ses tâches. C'est d'ailleurs un des conseils des plus grands comme Bill Gates et Warren Buffett, à qui on a demandé d'ailleurs autour d'un dîner, écrivez sur un papier les deux choses qui ont permis votre succès. Donc ils ne se sont pas concertés, mais ils ont tous les 2 écrit la même chose: focus, concentration. Ne pas se laisser distraire. Quand on travaille, on coupe ses notifications, on coupe son téléphone et dès qu'on a, voilà, une routine où on est concentré, pas déstabilisé et voilà et organisé tout simplement, bah, tout fonctionne après. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, toi, tu fonctionnes avec des plages définies, où tu sais ce que tu as à faire, genre tu te lèves, tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, Ouais, je pense que c'est important la veille de programmer sa journée du lendemain et pas se retrouver devant son ordinateur et se dire: «Bon, bah, maintenant je fais quoi?» Parce que le temps que tu réfléchisses, en fait, tu perds du temps au final. Alors que si tu te lèves le matin, tu sais déjà ce que tu vas faire, bah, allez, let's go quoi, ta journée elle est tracée, tu as plus qu'à te mettre au travail. Il y a pas de place pour la procrastination, en fait. ouais, voilà, tu passes pas une demi-heure à réfléchir, à planifier ta journée. Elle est déjà faite. Et du coup, bon là,
par rapport aux salariés, est-ce que tu as l'impression de bosser plus? Enfin, est-ce que tu bosses plus? Comment ça se passe? Parce que souvent on dit que, il y en a qui se mettent freelance pour avoir plus de liberté, plus de flexibilité, pour bosser peut-être un peu moins qu'un salarié. Est-ce que toi c'est ton cas aujourd'hui? Ah non, mais clairement, dans les débuts, tu es obligé de bosser plus qu'un salarié parce que tu es le community manager, tu es la secrétaire, tu es le comptable. En fait, quand tu es freelance, tu as plusieurs casquettes, tu en as plein. Donc tu dois tout gérer cet aspect-là et surtout, tu dois faire démarrer ton entreprise pour qu'elle soit rentable. Je pense que tu connais la vraie liberté de freelance quand tu as atteint un certain seuil de rentabilité, quand tu as fait tes preuves, quand tu as plusieurs clients et cetera. Là, effectivement, tu peux te permettre un peu de, relâcher, et de pouvoir profiter un peu de cette vie de freelancing, qu'on nous vend sur LinkedIn. Mais au début, non. Au Mmh. début, tu charbonnes, clairement. Ouais, donc c'est charbonner, construire un peu, une base de clients, une notoriété, on va dire. Une crédibilité, c'est ça, vraiment, construire en fait toutes les bases, toutes les fondations, comme on dit, Rome s'est pas fait en 3 jours, bah, ton métier c'est pareil, ton business c'est pareil. Il faut d'abord que tu travailles dur et ensuite tu pourras te permettre de te la un peu pas dire te la couler douce, mais voilà, de relâcher un petit peu, la pression et de vivre vraiment, allez, tu veux travailler 3 heures par jour, vas-y. Oui, oui, si tu en fait, le but, c'est de charbonner. Enfin, selon toi, c'est on charbonne et après, une fois qu'on a établi une base, bah, une fois qu'on a des revenus, on va dire, entre guillemets «réguliers» ou autres, bah, derrière, on peut se permettre de bosser 3-4 heures par C'est jour. ça, exactement. Oui. Ouais, par exemple, le matin, toi, tu disais que le matin, tu es plus créatif et cetera. Tu pourrais très bien décider, du jour au lendemain, enfin, pas du jour au lendemain, mais dans peut-être quelques mois, quelques années, de dire: «Bon, bah, maintenant, je bosse plus que le matin», quoi. Oui, voilà, peut-être qu'un jour ça va m'arriver et effectivement, hein, si j'ai acquis, voilà, une bonne base client, que j'ai des revenus réguliers et que, j'ai pas besoin, voilà, de prospecter à droite et à gauche, bah, ouais, je pense que clairement ça pourrait arriver. Je vais me concentrer sur mes mails le matin, j'aurai plus besoin de passer d'appels clients l'après-midi, facturation, je délèguerai sûrement et puis voilà, OK. l'après-midi, je pourrais me la couler douce. Et du coup, c'est bien parce que c'est un peu en lien avec, ma prochaine question. Quels sont tes vu que là, en gros, grosso modo, ça fait 5-6 mois que tu as commencé ton activité de copywriteuse. Quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme? Est-ce que enfin, voilà, quels sont tes objectifs? Ça peut être financier, ça peut être en termes de autres, un peu plus perso ou autre. Est-ce que tu as déjà une idée, de la direction, que tu vas suivre? Ouais, à moyen terme, ce que je vise, ce serait vraiment de pouvoir, augmenter mes tarifs, c'est-à-dire de proposer que des abonnements mensuels à partir de 1 500 et plus, 500 €. Ça serait ça et puis je pense que ça va être surtout de travailler avec, 3-4 clients maximum et pas plus. Vu que j'aurais augmenté mes tarifs, ça me semble, assez juste. Après, là, à court terme, je vais développer un infoproduit. Donc j'espère à moyen terme en développer d'autres. Mais en tout cas, à long terme, je ne me suis pas encore projetée. Là, je vis un petit peu au jour le jour. Je regarde, déjà ce qui comment ça avance. Et tu parles de développer le produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Ouais, en fait, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas du budget pour que moi je rédige leur newsletter. Alors je me suis dit que j'allais créer des templates de newsletters déjà prêtes, des textes à trous en fait, où, du coup, bah, les coachs et formateurs pourront se servir de mes templates pour pouvoir créer leur newsletter et fidéliser leur audience, créer du lien, vendre leurs produits. Donc là, j'ai déjà des bêta-testeurs à qui je vais bientôt envoyer puisque c'est bientôt terminé et puis ça devrait être prochainement mis en vente, d'ici 1 mois et demi, en fonction des retours bien entendu des bêta-testeurs. Donc enfin, moi, je pense comprendre pourquoi tu fais ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer, quels objectifs, enfin, qu'est-ce que tu attends de ces templates, à long terme, du coup? Ouais, du coup, bah, avoir une nouvelle source de revenus déjà, pour pouvoir diversifier, ce serait la première chose et oui, je pense que c'est surtout ça, diversifier un peu ses sources de revenus, pouvoir apporter de la crédibilité puisque, bah, voilà, je fais de l'emailing, je suis spécialiste, donc pourquoi pas créer un nouvel infoproduit à ce sujet-là et pouvoir avoir un autre type de cible. Aujourd'hui, moi, ma cible, c'est ceux qui ont un budget entre, on va dire plutôt 1 000 à 2 000 € par mois. Ceux qui n'ont pas de budget, au moins un budget un peu moindre et ben, ils pourront toujours, avoir mes templates. Donc diversifier ma cible et mes revenus. Mmh. Puis ça te permet de créer une offre de valeur, en fait, une échelle de valeur. Voilà aussi, exactement. Ouais. Parce qu'en gros, en fait, tu auras un produit, on va dire, d'appel avec tes templates. Les enfin, les coachs pourront voir la qualité de ton travail, vont pouvoir, tester ce que tu fais
Et si un jour ils ont besoin de déléguer, bah, ils vont pouvoir penser directement à toi. Oui, c'est ça aussi, voilà. J'aurais un peu déjà, un peu être top of mind. Tu vois, toujours l'idée d'être le top of mind dans leur tête. «Ah bah tiens, j'ai pris ces newsletters, autant lui demander». Mais ce qui est normal, hein, c'est un peu une technique, on va être un peu de l'échantillon, enfin, on offre un échantillon ou autre, on peut tester et après si ça nous plaît, bah, voilà, on va se dire: «Bon ça m'a plu, bon, bah, maintenant je vais faire appel à cette personne-là pour gérer toutes mes newsletters et là, je prends ses abonnements, j'aurai entièrement confiance». Voilà, ça peut être également le cas si on fait un freebie pour un freelance, qui veut créer un lead magnet, donc c'est un produit gratuit, en échange d'une adresse mail le plus souvent pour se construire une base de données. Ça peut être aussi une idée dans ce sens-là pour ceux qui veulent faire ça. Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais oui, créer un e-book, enfin souvent il y en a qui font des e-books, gratuits, ils donnent deux trois conseils et cetera pour, créer une relation de confiance, en fait. Ouais, c'est ça, exact. OK, donc c'est très très, très bien. Là, on va passer une question un peu plus, perso, heu, que je pose à tous mes invités. Si tu avais le choix, tu peux dîner avec ou déjeuner avec un entrepreneur ou une entrepreneur française, français, pendant 1 heure. Quelle personne tu choisirais et pourquoi? Quelle personne je choisirais et pourquoi? C'est une bonne question. Le 1er qui me vient en tête, c'est Yoni. J'hésite entre Oussama Hamar et Yoni. Parce que, Yoni, tu vois, par exemple, quand je vois son parcours, c'est hyper impressionnant. Donc, il a tellement charbonné sur le dropshipping qu'il l'a pris à fond. Il est devenu millionnaire assez rapidement. Oussama Hamar, c'est aussi, clairement, une figure, hein, de l'entrepreneuriat. Donc j'avoue, j'ai du mal à choisir entre les 2. Je verrai lequel est dispo. Mais, non, non, c'est 2 parcours qui sont différents, mais on voit qui sont enfin des combattants, en fait. Tu vois? Et je pense qu'il y aura tellement de choses à apprendre de leur parcours à eux, que j'aimerais bien dîner avec un des 2. Mmh. Bah, ou les 2, hein, c'est Ouais, ou les 2, bah ouais, tant qu'à faire. Pourquoi choisir? ça ils ont un podcast en plus, bah, tu dois l'écouter, je suppose? Oui, oui. Sans permission? Donc ouais, bah, limite, en fait, faudrait que tu participes à un podcast avec eux 2, quoi. Un jour, qui sait? Ah bah, c'est si un jour je te vois sur la miniature, je ferai: «Tiens, Marois à la» Eh bah, ouais, je vais donner une interview et là, elle est là-bas avec eux. Je te ferai un coucou de là-bas. ah bah, là, ça sera un gros glow up, comme on dit. Ouais, ouais, c'est clair. Du coup, est-ce que dans ta jeune carrière de freelance, est-ce que tu as connu des échecs? Un échec? Et heu et si oui, quelles leçons tu en as tirées, de cette mésaventure? Alors, des échecs, j'en ai pas encore connu. Je dirais là, le seul qui me vient en tête, c'est un impayé que j'ai eu et puis c'est de ma faute puisque, tout début, hein, j'ai peut-être mal cadré, j'avais pas encore les CGV, j'avais pas encore tout ça et je pense que du coup, ça profite bien à la personne, que je n'y ai pas eu ce cadre un peu, légal, juridique parce que c'était encore flou pour moi. Mais je pense que c'était le seul que j'ai pu avoir, tout au long. Enfin, pour le moment de ma jeune carrière de freelance. Bah, du coup, la leçon, c'est, bah, si un freelance nous écoute, bah, c'est de cadrer au minimum ses prestats. Prenez vos CGV, ne faites pas la même erreur que moi au début. Ouais, parce que derrière, faut penser qu'il y a des clients qui peuvent être un peu filous, on va C'est dire. ça, exactement. Malheureusement, ça existe. Ça fait partie du métier. Et du coup, comment t'as fait pour les CGV? Est-ce que tu t'es aidé de enfin, t'as pris des modèles quelque part ou? J'ai vu des plateformes, mais là, je vais carrément appeler une juriste, je suis en contact avec une juriste. Ça va être le plus simple pour moi parce que les plateformes, j'ai peur que ce soit pas c'est pas personnalisé, en fait. Donc, surtout copywriter, c'est un métier qui est émergent. Je préfère pas, me payer des CGV dont je suis pas sûre que ça va fonctionner, quoi. OK, très bien. Donc très, très clair. Et du coup, maintenant, question un peu plus positive, heu, quelle était ta plus grande réussite dans ta jeune carrière de freelance? Un client, ça peut être, une leçon que tu as apprise, enfin, ou le fait que tu aies progressé dans un domaine, ça peut être avec un client, enfin Ouais et ben, je me suis à mes débuts, quand j'étais encore sur Instagram, puisque je suis plus trop active sur Insta en ce moment, il y avait je faisais la prospection, donc je recherchais sur Insta et puis j'étais tombée sur vraiment ma cliente idéale. Mais elle avait 100 000 abonnés et moi, mon syndrome de l'imposteur m'a dit: «Non, ne va pas vers elle, tu pas légitime avec tes 280 abonnés» et 2 semaines plus tard, j'ai un rendez-vous Calendly et c'était cette cliente idéale avec ses 100 000 abonnés qui a souhaité prendre un rendez-vous avec moi. Donc du coup, j'étais hyper contente, impressionnée. Je lui ai fait son travail.
elle a été super satisfaite. Elle m'a dit que j'avais été pro, efficace, que, elle reviendrait vers moi pour du boulot et bah, ça franchement, ça m'avait fait, super plaisir et c'est aussi ce qui a mis un gros KO à mon syndrome de l'imposteur de me dire: «Bah, j'ai pas osé prospecter cette femme à 100 000 abonnés, cette entrepreneuse. Au final, c'est elle qui est venue vers moi sans rien faire». Ah Donc oui, c'est un peu un hasard total au final parce que tu lui as même pas envoyé le message. même pas, j'ai vu son profil, je me suis dit: «Non, je suis pas légitime», je suis passée à autre chose et puis vraiment 2 semaines après, rendez-vous Calendly, c'était son nom. Ah oui, donc c'est un hasard total ou alors elle a vu que tu avais vu son profil ou Je pense que sur Instagram, tu peux pas voir qui voit tes profils. Donc je pense qu'elle a dû tomber sur un de mes posts en fait, tout simplement, j'ai dû mettre un hashtag sur Insta qui l'a intéressée, puisqu'elle lançait un produit et je pense que c'est comme ça qu'elle m'a trouvée. ah oui, après peut-être que, quand tu visites le profil de quelqu'un, enfin peut-être qu'après l'algorithme il te met plus en avant auprès de cette personne. Je sais pas comment ça fonctionne, mais Ça a été une belle surprise. hasard de dingue quoi, mais tant mieux. Et du coup, j'espère qu'elle va refaire appel à toi dans Bah, ouais, quelques carrément, semaines. donc je suis contente d'avoir fait sa page de vente, d'avoir fait sa séquence email et qu'en plus elle a atteint ses objectifs de lancement, donc c'est top. OK. Et du coup, maintenant, on va passer à dernière question, qui sont peut-être les plus cruciales, on va dire, pour un freelance. Quel conseil tu peux donner à un freelance là qui songerait à se lancer, ou les conseils que tu te donnerais à la Marois d'il y a du coup 6 7 mois? Ouais, alors je pense que moi, ce que je me serais donné comme conseil, ce serait en première étape, créer une audience, créer sa newsletter et vendre ses produits ou ses services. Parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment 3 étapes pour qui il y a sûrement pour qui ça fonctionne à chaque fois. On peut voir Nina Ramen, par exemple, qui est connue sur LinkedIn, qui a fonctionné de cette manière et ça marche. J'en connais d'autres pour qui ça a fonctionné de cette manière et ça marche. Et puis je me dis que moi aussi qui ai sur mon compte perso une petite audience sur Instagram, je sais que si je vends un produit, si je conseille, tout de suite je vais ramener puisque j'ai des prospects en fait qui sont tièdes, qui sont chauds et c'est mon conseil que je donnerais. Créer une audience, créer sa newsletter, vendre ses produits. Ok. Quand tu dis vendre ses produits, c'est ses services de freelance ou même Ses d'autres services produits? de freelance, ses infoproduits, ou ses produits physiques, peu importe, mais je pense que c'est vraiment une démarche qui fonctionne. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la création d'audience? Enfin, parce que on dit tous, ouais, faut se construire une audience. On se dit oui, c'est bien, mais concrètement, comment on fait? Est-ce que ça prend du temps? Comment on fait? Alors on crée pas une audience, je pense en 1 semaine ou un mois, hein, je pense que ça prend du temps, mais on choisit un réseau, LinkedIn, Instagram ou Twitter. Moi perso, je préfère LinkedIn et Twitter, mais on publie régulièrement. Il faut être très régulier. Si on ne se sent pas capable de publier tous les jours, on se fixe quelque chose où on est capable, 2 3 fois par semaine par exemple. Mais on est régulier, on parle de soi, on n'hésite pas, on mise sur personal branding parce qu'aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui fonctionne. Mais voilà, régularité, publication, où on parle de soi et de son expertise. Ok. Personal branding, pour ceux qui sont pas au courant, j'en ai fait un épisode la semaine dernière, donc vous pouvez aller checker. Ok, donc c'est création de contenu. Après, ça prend du temps, comme tu l'as dit. C'est ça. Moi, j'ai mis à peu près 2 mois avant de vraiment d'avoir, au moins minimum 70 likes sur mes publications LinkedIn. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, donc voilà, donc vraiment, faut être de la régularité et aussi être régulier en publiant des commentaires sur, les posts des autres, par exemple. Après, être régulier et poster du contenu pertinent et de qualité. C'est ça, exact. Parce que bon, si je poste que des trolls, au bout d'un moment, les gens ils vont se dire, mais c'est qui ce Margoulin? C'est qui ce c'est qui ce mec et tout, donc vaut mieux éviter. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'est ça. Très bien. Et du coup, donc tu nous as dit que tu étais sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Enfin, t'es présent sur Insta, LinkedIn, Twitter, où est-ce que t'es là? Ouais, alors, Instagram, c'est Élève ta com. C'est encore mon ancien nom, je sais pas si je vais le changer. LinkedIn, donc c'est Marwa Afi et Twitter, c'est Marwa Copy. Alors je sais que c'est tout rien à voir, faut que je remette ça, mais pour le moment, voilà, LinkedIn, et Twitter sont mes 2 réseaux où je suis le plus présente et Instagram, je reprends très prochainement. Ok. Bon, bah, je mettrai ça en description, hein, tu me les donneras. Écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire? Je sais pas, une petite dédicace, quelque chose? Le mot de la fin, je dirais, bah, tous ceux qui veulent entreprendre, accrochez-vous. C'est long, je sais qu'on voit souvent, beaucoup de réussite et on parle
pas souvent des échecs, mais l'échec fait partie de l'entrepreneur. La patience aussi, fait partie de cette entreprise, enfin de notre mindset, en tant que business, hein. Et puis, bah, ouais, si j'aimerais remercier des personnes, bah, déjà toi pour cette interview, merci, tous les membres de Copyroom qui m'ont permis d'évoluer dans le copywriting et le dernier, Mostep, donc de Monifacile qui m'a permis vraiment de pouvoir, trouver ma niche dans l'emailing et de me lancer. Très bien, très clair. Bah écoute, merci Marois, et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!